Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Je suis né à Tunis. J'habitais rue Fénelon, peut-être au numéro 8, je ne sais plus. Un jour, nous avons traversé la mer, expropriés. Je ne me souviens pas de ce moment où nous avons pris l'avion, j'avais 6 ans. J'ai eu certainement mal aux oreilles, j'ai certainement dû pleurer, mais je me souviens, on ne m'a pas dit que c'était définitif. Je me souviens aussi d'après, de ce froid seul dans la cour d'école parisienne où j'ai atterri. Le soleil de la Méditerranée avait disparu, la pluie et les nuages n'avaient jamais été aussi nombreux. Pourquoi ce départ? La politique, Bourguiba, les problèmes de couple, les familles déjà parties, les autres à peine enterrées, tout se mêle, rien n'émerge, pas une raison, pas une logique. Tous ces gens qui savent pourquoi, qui savent, c'est beau. Je n'y pensais plus. Cette traversée était passée dans la pelote de ma mémoire. Et puis j'ai rencontré Anne-Laure et Samuel. Anne-Laure et Samuel ont 2 enfants, Angela et Marius. Marius a 6 ans. Il va partir lui aussi, comme moi, exproprié. C'est à travers lui, à travers eux, que je vais pouvoir à ma manière me redire pourquoi. Pourquoi on s'en va? Pourquoi rien n'est dit? Pourquoi on est abandonné? Pourquoi? En fait, je déménage. Je déménage des fois. Tu vois? Je déménage, hein? Hein, Philippe? Philippe? Ouais. Je déménage des fois, hein? Où tu déménages? Des fois. On peut pas être toujours dans la même ville, hein? Pourquoi? Parce que des fois, on a envie d'un peu changer. Des fois, hein? Hein, Philippe? Oui, Marius. On Comment? fait jamais trop. Où ça? Ils ont déjà préparé un truc. Mais c'est pas encore. Pas encore. C'est pour ça que tu déménageais? Ouais, on va déménager. Parce que j'ai des travaux. En fait, dans un premier temps, ce projet, ça devait pas être la destruction du quartier, ça devait être juste une station. Mais à partir du moment où le Grand Paris a repris le projet a changé de nature. C'est devenu une gare qui détruisait entièrement notre quartier. Le projet de gare, il est déjà entériné et de toute façon, ils vont nous foutre dehors. T'es sûr qu'ils vont nous foutre dehors? Oui, c'est sûr maintenant. Tu connais quoi comme pays en Afrique? On a déjà été, je dirais, un peu poussé de Paris quand il y a eu la naissance d'Angela, parce qu'on ne pouvait pas acheter sur Montreuil, les prix étaient trop élevés. Pour nous, c'était important d'avoir peut-être un petit plus, quoi. Et c'est pour ça que quand on avait vu en plus que le métro arrivait, la ligne 12, on s'était dit, bah, c'est cool, quoi. C'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'avoir une retraite. Puis on avait aussi, bon, c'est un peu prosaïque, mais on avait calculé aussi que ça correspondait la fin du crédit avec l'entrée des gamins à l'université, etc., quoi. Donc disons que c'était pas seulement un endroit pour habiter, c'était aussi pour assurer pour nous nos vieux jours. La maîtresse a dit à mon copain Jean-Loup qu'il était un élève trop mou. Donc ça c'est la chambre de Marius, ça c'est la chambre d'Angela. Hier, Marius, il a eu très peur il y a eu un incendie à la cité Lénine, l'avenue de la République, un incendie très très impressionnant. Il a fait un lien avec notre appartement et il a dit quand les messieurs ils vont venir détruire dans notre appartement, on va mourir. Et bien sûr qu'on va pas mourir parce que quand ils détruiront l'immeuble, et ben nous on aura trouvé une autre maison. Hein, Marius? Attention la tête, attention la tête.
J'étais habituée à entendre des cloches et ici c'est un des trucs qui me plaît le plus, c'est d'être dans une ville où j'entends les cloches, quoi. Alors non seulement les cloches qui battent les horaires, mais aussi les cloches des mariages, des baptêmes, sur la place avec la foule qui se réunit. Est-ce que c'est le besoin de se raccrocher à ce qu'on a, tu vois, et qu'on va te prendre, enfin qu'on menace de te prendre, qui fait que d'un seul coup, tu te recroquevilles sur ce que tu as, mais j'ai cet événement a fini en fait de me rattacher en fait à la ville et de me donner envie d'y rester. De sentir que vous allez partir, toi, ça te fait quoi? Moi, c'est un saut dans l'inconnu. Je sais pas où je vais derrière. Et ça me rend triste. Et surtout, ce que j'ai pas apprécié depuis le début, c'est la manière dont on a été mené en bateau par la Société du Grand Paris. Mais il l'aurait fait d'une manière élégante, ça aurait été supportable? Tu peux changer un moment d'habitation. Si on vient te dire, si on vient t'expliquer que à l'emplacement où tu es, on va devoir construire une gare pour l'intérêt général, qu'on en est désolé et qu'on va t'indemniser correctement, que ce ne sera pas mirobolant mais que ça te permettra de faire la culbute, je l'accepte. Et c'est normal, ça fait partie des aléas de la vie et le fait qu'à un moment tu t'effaces face au bien commun, j'ai pas de problème par rapport à ça. Faut qu'on s'organise pour pas se faire croquer comme ça. C'est que cette place-là. Pour le métro contre la gare. La ligne 15 du Grand Paris Express. Et ce qu'ils veulent nous construire, c'est non pas une station souterraine qui pourrait nous satisfaire, mais une gare en extérieur avec plein de béton encore et toujours. Et donc ils vont détruire tous les bâtiments. Voilà, et donc on entoure le pâté de maison qu'ils veulent détruire. Les uns ont-ils raison et les autres ont-ils tort? La vie est-elle une continuelle négociation entre les méchants et les bons? Je décidai d'aller voir de l'autre côté, vers d'autres rêves. C'est quoi le Grand Paris, tel qu'effectivement nous l'avons vu peu à peu se dessiner sous nos yeux? Alors, tout d'abord, Paris, c'est 2 millions d'habitants. Et ce que l'on nomme le Grand Paris, c'est 11 millions d'habitants. C'est-à-dire que dans cet ensemble, qui est un peu plus petit, qui est la moitié de l'Île-de-France, et qui est le Grand Paris, il y a l'équivalent des 14 premières villes françaises en termes de population. En revanche, quand vous regardez Boulogne-Billancourt, Gennevilliers, Saint-Denis, vous vous apercevez que ces villes qui font toutes 100 000 habitants et des fois davantage, c'est-à-dire qu'elles sont en soi l'équivalent de Perpignan, de Caen, etc., sont sans identité, fortes, reconnues, et elles sont simplement dans la banlieue. Lorsque vous posiez la question au patron d'Hermès, mais pourquoi avoir localisé les fabriques de création de sacs ou de selles d'Hermès à Pantin? La réponse était, mais parce qu'il y a là toute une population d'immigrés marocains qui étaient et sont encore les meilleurs au monde dans le traitement du cuir. Et là, quand vous êtes habitué à réfléchir en termes de cluster, cette nouvelle forme d'organisation économique, vous vous dites, mais on a un gisement dont on n'est pas conscient. Bon, il se trouve que des découvertes de cette nature, j'en ai fait 4 ou 5, différentes, très différentes. Et j'ai dit, il y a là un potentiel.
Et j'en ai parlé avec Sarkozy. Avant même qu'il ne soit président de la République, il était ministre de l'économie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Grand Paris. Donc le Grand Paris, c'est une mise à niveau de Paris parmi les grandes métropoles mondiales qui font la course en tête du développement économique. Benoît Labatte, je suis directeur de la valorisation et du patrimoine à la Société du Grand Paris. C'est le service qui notamment s'occupe des acquisitions foncières, mais aussi de la valorisation, comme son nom l'indique, autour des gares. Quels sont les problèmes à Aubervilliers alors? Aubervilliers, pour nous d'abord, c'est un tronçon que nous avons récupéré il y a à peine 3 ans, donc qui est un peu nouveau dans le pilotage de la Société du Grand Paris. Et Aubervilliers est une ville pour laquelle le réseau de la ligne 15 Est est prévu d'être en interconnexion, en correspondance avec la ligne 12 qui est elle-même en travaux. Donc on a affaire aussi à des habitants qui vivent et subissent souvent les travaux depuis plusieurs années et qui évidemment ont assez peur des nouveaux travaux qui viendront accompagner évidemment la réalisation des 2 gares que nous avons sur la ville, la gare de Mairie d'Aubervilliers et la gare de Fort d'Aubervilliers, avec un impact évidemment plus fort au niveau de la mairie d'Aubervilliers. À ce sujet, donc, il y a eu un article qui est paru dans Le Monde de ce week-end. Donc, je cite, « La Société du Grand Paris se défend de vouloir expulser ou exproprier quiconque. » On est bien placé pour le savoir. « Nous voulons éviter au maximum les expropriations qui prennent du temps et coûtent cher. Nous préférons passer sous la voirie existante. Nous aurons à exproprier très peu de logements. Par exemple, un pavillon à Villejuif, au sud de Paris, 57 lots de copropriété à Issy-les-Moulineaux, à l'ouest, ou à Aubervilliers, au nord, dans l'îlot Ferragus, c'est nous, où 33 logements sont en discussion. » Je pense qu'il est pas mal à un moment de se poser la question de quelles vont être maintenant notre position et nos messages. Lorsque vous expropriez, vous avez des enquêtes publiques qui aboutissent à une déclaration d'utilité publique. Une DUP est valable 5 ans. Celle qui concerne la SGP est valable 15 ans. Au regard de ces 15 ans, les expropriés disposeront de 15 jours pour répondre à la demande, à la proposition d'indemnisation qui vont leur être faite à un moment donné. Donc on a 15 ans d'un côté, 15 jours de l'autre. Donc évidemment, l'équilibre des forces n'est pas tout à fait réalisé. On a aussi d'autres caractéristiques qui sont très inquiétantes. Là, on a une procédure de DUP qui est valable 15 ans, et on a d'ores et déjà gelé la date à laquelle les biens vont être estimés. Ce qui veut dire qu'avec un peu de malchance, vous avez des propriétaires actuellement qui sont concernés, qui seront expropriés dans 15 ans, mais dont le prix du bien est celui qui est le leur actuellement. Il ne sera pas possible d'accepter une indemnisation dans 15 ans au prix d'aujourd'hui, alors même qu'il va y avoir nécessairement une évolution, une envolée des prix, liée dans un premier temps à l'arrivée prochaine de la ligne 12 du métro et à l'arrivée prochaine de la ligne 15. C'est pas possible. Là, à mon avis, ça pose un problème de constitutionnalité du texte. Donc je n'écarte pas la possibilité d'aller poser la question au Conseil constitutionnel. Oui, mais alors il faudrait qu'on ait des petits pots pour...
Est-ce qu'on a le droit à un petit thé là par ce, Bien sûr, par c'est ce normal. dimanche Ah, c'est soir? normal, oui, c'est normal. Oui, dis-moi, c'est tout. Super, merci Nasser. Oui, vous faites ça impeccable, monsieur Bossi. Ah, bah oui, mon patron. Super, merci. Ouais. Tu vas boire un thé? Ah oui. Regarde notre œuvre. Ah. Bonjour, bonjour. Salut, ça va? Bonjour. Salut, ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Goran Angelique, je suis divorcé, j'ai choisi Aubervilliers, je suis à côté. Les infos pour la voir, ils sont tous les week-ends chez moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez acheté? Bah, j'ai trouvé l'appartement, je suis très contente, l'appartement me plaît. Il y a travaux, après je fais les travaux. Vous avez fait beaucoup de travaux? Oui, je pense beaucoup d'argent, presque 20 000 euros. Je passe chez le notaire, nous signons tout va bien. Il n'y a pas de problème. La mairie, elle n'avait pas fait préemption, non, rien du tout. Rien du tout, c'est bon, tout va bien, nous signons, je commence travaux. Et après que je installé là, après 4 mois, j'ai attendu qu'il y a une réunion en Assemblée générale. Ouais. Et là-bas, ils sont arrivés Segat. Segat, il a dit que notre immeuble, il va détruire. Et les besoins pour la Grande Paris. Et tout de suite, je passe chez le notaire. Le notaire m'a dit, Monsieur Angelique, j'ai vérifié votre dossier, tout va propre, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour moi, c'est... Là, il a dit Grand Paris détruit, lui, il dit non, il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a un défaut d'information. Un notaire, je vous rappelle que c'est un agent public qui a une obligation d'information extrêmement précise de tout acquéreur et tout vendeur. Pour moi, il y a une erreur majeure. Je le dis comme je le pense. Vous savez qu'il y a le droit de préemption urbain, il y a un problème dans la chaîne, et je ne vais pas vous dire le contraire. Personnellement, je suis un peu choqué que cette personne n'ait pas été informée par le notaire, qui est vraiment l'agent, qui a une mission, je dirais, de service public vis-à-vis de l'acquéreur ou du vendeur. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Si la ville était informée, pourquoi la ville ne prévient pas le futur propriétaire en lui disant n'achetez pas là, de toute façon la Société du Grand Paris va récupérer cet appartement dans très peu de temps. Je ne vous répondrai pas, je vous dirai que la ville va vous dire pourquoi elle ne l'a pas fait, défaut d'information, défaut de communication au niveau des services, mais c'est un élément essentiel qui est vrai dans toutes les communes, évidemment. Une fois, on était revenu avec Angela, on revenait par les travaux, là, tu vois de nouveau les palissades, les grues, etc. Et on chantait Formidable. C'était un moment super sympa. Ça, c'est une photo que j'ai ensuite redessinée et que j'ai un petit peu modifiée, où on voit Marius avec sa trottinette, parce qu'on aime bien se balader par là. Moi, ma priorité aujourd'hui, ça va te paraître complètement bizarre et trivial, mais il y a une histoire de dignité aussi, quoi. C'est tu m'as fait chier, je vais te faire chier, quoi. Tu m'as fait chier en plus sans même t'en rendre compte, parce que je pense que ces gens-là s'en foutent en fait complètement de nous. C'est même pas des fois mal intentionné, je pense que c'est juste de l'indifférence et du mépris. Mais le premier truc déjà, c'est de résister, quoi. Bien, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la séance est ouverte. Je suis heureux de vous retrouver tous pour moi. Mon retour au perchoir. Je suis heureux de vous retrouver. Merci de votre confiance.
2 alternances. Et quelles alternances? François Hollande d'abord, ensuite Emmanuel Macron. Personne n'a remis en cause le Grand Paris. Pourquoi? Parce qu'il a fait consensus. On me demandiez mon rôle. Voilà, mon rôle, ça a été ça. Ça a été de rassembler, de fédérer autour du projet du Grand Paris pour le rendre absolument irréversible. Le Grand Paris n'est ni de droite ni de gauche. Il n'est même pas centriste. Voilà. Le Grand Paris, ça dépasse la droite et la gauche. Et le Grand Paris, surtout, ça dépasse le temps médiatique. Bon les amis. Hein, les races, ça fait un moment que tu les as pas vues. Ouais, exact. Donc il faut qu'on le fasse passer de l'autre côté. Voilà, on va voir jusqu'où on peut le mettre. Tu veux mettre à quelle hauteur? Tu peux aller jusqu'où toi là-bas? Tu peux continuer encore ou pas? Il t'a dit de faire attention que je ne tombe pas. Hein. Ouais. Ça va? Donc là il y en avait, tu vois, il y en a un qui pend. Attends, je vais venir. Je m'appelle Thierry Dallard, je suis président du directoire de la Société du Grand Paris et j'ai en charge la réalisation de cette magnifique opération et ambition française qui est la réalisation du Grand Paris Express. Où est-ce que vous devez amener le projet? Alors, la Société du Grand Paris, c'est une société de maîtrise d'ouvrage. C'est un objet assez unique en son genre puisqu'elle a été créée avec un objectif unique en 2010 qui est de réaliser ce projet qui est le Grand Paris Express, avec un objectif qui est de le réaliser dans les délais que le gouvernement lui a donnés. On imagine assez facilement comment un projet de près de 200 km de long, avec 68 gares, avec 300 ouvrages techniques qui sont des puits d'accès, peut avoir effectivement de complexes dans un environnement urbain aussi dense. Un projet de cette ampleur-là, il n'a jamais été fait en France. Il n'a même jamais été fait dans le monde parce que les grandes métropoles qui ont réalisé des projets de cette ampleur l'ont souvent réalisé dans des milieux urbains qui n'étaient pas aussi complexes que celui de l'Île-de-France. La première ligne de métro qui a été réalisée sous l'avenue Rivoli, le toit de la voûte, il est à peine à 1 mètre sous le bitume. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui faire un tunnel à 50 mètres de profondeur pour être certain de passer en dessous des fondations des maisons. Donc ça, cette carte, c'est la saturation, c'est l'heure de pointe. Donc vous voyez la ligne 13, hein, donc la saturation, donc qu'on voit bien ici. Donc là, on est sur des ordres de grandeur de 35-40 000 à l'heure de pointe, par sens. Et on expliquera qu'avec la rocade, on va participer à la désaturation de la zone centrale parce que vous avez 15%, des fois plus, d'utilisateurs du métro parisien qui font du banlieue-banlieue. Alors ça, c'est très 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 intéressant. Ça montre le trafic à l'heure de pointe à l'horizon 2030. Tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la ligne 14, le cœur de Paris, beaucoup de trafic. On est en bleu, là, c'est là où il y aura le plus de trafic. Et par contre, sur le reste, alors la rocade, évidemment, charge beaucoup. On voit bien ici. Moins ici, mais elle charge quand même. Alors on voit ici que là, il y a beaucoup moins de trafic. Hein, et le fait de mettre des trains de même capacité, quel que soit le territoire, n'a pas de sens. C'est des trains vides, assurément. Donc il vaut mieux mettre
plus de fréquences avec des trains plus courts. Donc il y a un subtil arbitrage à la fois à avoir un métro attractif par une vitesse élevée, parce que plus l'interstation est grande, plus la vitesse va être élevée, et en même temps faire de la bonne accessibilité, parce qu'on ne peut pas avoir un métro qui passe dans des quartiers sans s'arrêter. Donc il y a un subtil équilibre qui aboutit au résultat que l'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui on parle de 68 gares, donc on est parti de 40. Toutes ces cartes me rappelaient celles de mon enfance à l'école, les cartes muettes où on devait deviner le relief, l'urbanisme, la végétation. Je n'aimais pas ces cartes, aujourd'hui elles me passionnent, parce qu'elles me posent toujours cette même question. Comment peut-on penser l'humain d'aussi haut ? Ce Grand Paris Express a une caractéristique qui était totalement nouvelle, c'est que tout en France, depuis la Révolution française, s'est constitué dans un système concentrique sur Paris. Et le Grand Paris Express a totalement abandonné cette tradition qui était celle des ingénieurs de la République pour aller vers une autre idée. Pour moi, une gare, ce n'est pas un lieu de transit, c'est un lieu de vie. Il va y avoir des activités commerciales, des activités culturelles, des activités sportives, etc., etc., etc. Des lieux de vie. Une fois que vous aurez pris le métro, vous devez pouvoir faire votre dernier kilomètre comme vous le souhaitez de manière très facile. L'espace public est rare, il coûte cher, et donc il faut réfléchir à comment on va organiser pour avoir la station de véhicules électriques en partage, la station de scooters, de vélos. Demain, peut-être les véhicules autonomes qui, à un certain nombre d'endroits, rendront également des services. Et puis aussi, on l'oublie parfois, les cheminements piétons, puisque, en fait, le piéton est le premier usager de la gare de métro. Essayez d'aller de Clichy ou de Montfermeil à Roissy, par les transports en commun aujourd'hui. 1h30 de transport en commun. 1h30 de transport en commun. À Clichy ou à Montfermeil, vous avez quasiment la moitié de la population, dont beaucoup de jeunes, une immensité de jeunes, qui sont au chômage. Et à Roissy, quand vous discutez avec le patron de FedEx ou avec d'autres très grandes entreprises, vous disent tous sans exception, qu'ils ont des emplois possibles, personne en face. Il y a un souci. Et nous, on met des millions et des millions pour la politique de la ville dans ces quartiers. Ben, la gare, là, c'est fini. Vous mettez ces deux communes à 20 minutes de Roissy, quand elle sera faite. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que, je vais prendre un exemple très concret, une femme de ménage qui aujourd'hui va faire le ménage à la Défense, souvent d'ailleurs 2 fois par jour, parce qu'on la fait travailler le matin et puis on la fait travailler le soir, et qui met 1h30 pour y aller parce qu'elle n'a pas de moyen de transport. Ce qui serait regrettable, c'est que cette même femme de ménage n'ait pas d'offre de logement adapté à ses revenus dans le futur quartier où il va y avoir le métro du Grand Paris Express qui lui permettra d'aller à la Défense en 20 minutes. C'est ça la question. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça le défi qui est devant nous. Quel est ce nouveau monde en train de se construire ? Quel est celui qui disparaît ? Les modernes repensent les anciens, ils inventent, ils vont vers un monde meilleur. Un Grand Paris qui accepte son destin mondial. Mais cela permet-il vraiment de penser à la place des hommes ? Et si l'homme réfléchissait seul, pour lui-même, le monde serait-il meilleur ?
J'ai fait un courrier à Madame le maire avec les lettres recommandées et tout, pour demander si c'est possible de trouver un local commercial pour continuer mon activité, parce que je suis le seul photographe à la mairie d'Aubervilliers. Et tous les citoyens, ils demandent que je reste. Et surtout, il y a beaucoup de personnes âgées, et ils ne vont pas déplacer ailleurs pour faire des photos d'identité. Donc voilà. Et la mairie, ils m'ont promis chaque fois, mais toujours pas de résultat. On ne peut pas stationner ici, hein. On a perdu beaucoup de clients. Oui, on a perdu beaucoup de clients à cause de ça. À cause des travaux de la ligne. Heureusement, nous sommes connus. Heureusement, nous sommes connus. Il y a beaucoup qui viennent chez nous parce qu'ils viennent de Paris, ils viennent toujours. Ce magasin-là, c'est très connu. Ils viennent même de loin. Même à l'étranger, ils viennent ici manger ici. Les couscous. On fait des bons couscous, sandwichs tunisiens, des grecs, des bons grecs. Tout. On va vous mettre à 20 minutes de la Défense. Bon, ça, c'est récurrent, ça revient dans tous les argumentaires. Franchement, ça doit intéresser des gens, c'est vrai. Et c'est ce que dit Sylvie, ça va favoriser d'une certaine façon la mobilité qui est importante. Mais ça ne peut pas ça ne peut pas être attractif pour tout le monde. Et pour nous, ça ne l'est pas en vérité. Qu'on soit à 20 minutes de la Défense, ça nous fait ni chaud ni froid. Défense bis, ouais. La Défense multipliée par 68 gares. Non mais si c'est ça le projet, c'est c'est clair. Mais le livre de Christian Blanc, qui donc traçait l'avenir radieux du Grand Paris, était un peu comme ça porteur d'une utopie urbaine complètement renouvelée. Et on entendait à lire entre les lignes le bruit des oiseaux dans les espaces verts, des immeubles végétalisés, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, là, ils nous ont vendu une part de rêve, ça c'est certain. Le petit rappel, c'est que nous, quand ils nous avaient annoncé les premières dates du calendrier, on s'était dit, et c'est ce qu'avait dit aussi l'avocat, on va pouvoir les coincer, parce que vu les délais de procédure, ils seront obligés à un moment, s'ils veulent faire les travaux, de faire des propositions au-delà de celles qu'ils font habituellement et qui sont celles que vous avez reçues. Or, la Cour des comptes a mis son nez dans les affaires de la Société du Grand Paris et en dresse un bilan désastreux. Il se pose des questions en se demandant si la dette va être soutenable à long terme pour les finances publiques. Et d'autre part, il se pose aussi des questions sur le calendrier. Non, on n'a pas de problème de financement des infrastructures du Grand Paris. Et puis par ailleurs, je vais vous dire, le débat est ridicule. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans des économies qui ont dans des pays qui ont une stratégie et des économies qui sont des économies offensives, on ne se pose pas ce type de questions. Mais la pérennité du projet, elle est due au génie de Blanc qui a créé cette taxe locale sur les bureaux. Pourquoi ? Et ça, c'est génial. Parce que d'abord, du coup, c'est pas Bercy qui peut l'affecter. Donc les financements, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup, les financements du Grand Paris sont pérennes. 500 millions d'euros par an. C'est pérenne. L'originalité de ce projet, c'est que contrairement à beaucoup d'autres infrastructures de transport, il ne fait pas du tout appel au budget national. Donc le contribuable de province ne participe pas au financement du Grand Paris Express. Pourquoi ? Parce qu'on a le plus grand parc tertiaire d'Europe. Et ça, c'est la grande force, évidemment, de la métropole parisienne. On a 50 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France, alors que la seconde métropole d'Europe, Londres, n'en a que 40 millions. Donc c'est un avantage évidemment considérable, parce que ça produit évidemment une ressource fiscale qui est aujourd'hui en grande partie affectée au Grand Paris Express et qui garantit en quelque sorte le financement du projet tout au long de sa construction et au-delà, une fois qu'il sera mis en service, permettra de rembourser les emprunts. Mais au-delà de cette ressource principale, la taxe sur les bureaux, il y a aussi la participation des contribuables
francilien à travers ce qu'on appelle la taxe spéciale d'équipement, c'est-à-dire qu'une taxe additionnelle à nos impôts locaux. C'est toujours repoussé de semaine en semaine, alors, mais il y a bien un moment où ça va arriver, puis on va tous y voir. Ils vont bien être obligés de sortir du bois aussi sur leur calendrier. Forcément, ça sera repoussé, là, ça sera plus 2025, donc plus personne n'y croit. C'est fluctueux, quoi. Là, on voit bien qu'on ne sait pas, en fait. Hein. On sait pas. Mais est-ce que ce sera 2027 ou 2029 ? Ça changera peut-être pas mal de choses. Parce qu'après, la Cour des comptes, elle préconise deux choses. Hein, à la fois d'étaler en fait, les plannings, mais aussi de supprimer des tronçons. Les mauvaises langues disent que, en gros, les appels d'offres de la SGP ont fait monter de 30% le niveau du prix des travaux publics et de l'ingénierie et de la fabrication de tunnels, quoi, en gros. Et peut-être qu'ils ont raison, mais l'un des facteurs qui était très fragilisant à cet égard, c'est que la SGP, c'est une société qui est sous-dotée en personnel. Donc ils ont fait plein de prestations extérieures pour avoir des évaluations de leurs appels d'offres et de leur marché, et ça n'est certainement pas le système le plus solide. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont sous-dotés ? Parce que l'État ne leur a pas donné le nombre de gens qu'il faut. Donc quand on compare avec des grands projets à Londres, par exemple, là où on a 220 personnes à la SGP, Londres en a mis 6000 sur leur lien express vers les aéroports. Donc on peut se dire que ça pose des questions sur ce que veut l'État. Parce que d'un côté, ils n'ont pas eu assez de personnel, et de l'autre, dans leur petite cagnotte, à force de les voir grignoter comme ça et accumuler du grain, et évidemment, la tentation a été très grande et la cagnotte, elle a été ponctionnée. Donc en fait, la SGP a vu 3 milliards qui sont partis vers d'autres choses, vers l'agence de renouvellement urbain, vers d'autres usages et vers évidemment l'amélioration des RER et des transports existants. J'ai sillonné Paris, j'ai rencontré, et plus je rencontrais, plus je m'attachais au Grand Paris Express. Mais quelles sont les limites de ce territoire en transformation ? Où sont les frontières de ce Grand Paris qui m'accueille alors qu'il repousse Marius et les autres ? En amont de la fiscalité, les choix fiscaux, il y a des options, j'allais presque dire des choix de société. Donc premier choix, fiscalité francilienne. Cet appartement, il a une histoire, mine de rien, quand même assez forte. On a un véritable défi entre les trois côtés, si je peux dire, d'un triangle, qui sont celui de la gestion des risques, de la gestion des délais et de la gestion des coûts. Les ports du Havre et de Rouen, est-ce qu'ils font partie de la métropole ? Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ils participent du système métropolitain. Voilà, c'est une métropole qui fait toute sa place aux migrants, parce qu'il n'y a pas de métropole mondiale sans migrants. Nous agissons en fonction des besoins de la Société du Grand Paris, et donc de temps en temps, il y a des décalages de planning. Là, nous restons intraitables sur la question de gare. On ne veut pas de gare en centre-ville. Finalement, cette construction de la ligne de métro, ça fait partie de ce phénomène de gentrification. Et moi qui en fais partie, autour de la tour, je suis plus ou moins viré de l'appartement que j'ai acheté. On compte que finalement, le Paris auquel on est habitué, la banlieue auquel on est habitué, dans 10 ans, ce sera complètement bouleversé. Si le Grand Paris déplace, il échoue. Si le Grand Paris déloge, il rate. Tu peux ouvrir le rouge, s'il te plaît. Les fêtes qu'on a faites. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a pu danser au grenier? Ah, c'est vrai. Aïe, 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 hein. T'as pas connu? Quand on avait visité, j'avais vu qu'il y avait un accordéon en haut. Ah bon. Au Bervilliers, avant, c'était... C'est pas pensable. C'est pour ça... Le niveau ils me disent que barre-toi. Bon, bah, oui, bien sûr, il faut se barrer, mais... Vous savez, quand on arrive à notre âge et puis qu'on a connu Aubervilliers avant,
Non, mais Je c'est comprends surtout pas, que il y là, avait- vous dites vous en allez parce que maintenant... Il y avait le 14 juillet, mais vous pouvez pas savoir, le 14 juillet, la fête. Ouais, le bal. Il y avait le bal devant la mairie là. C'était plein Puis il y avait du monde, hein. Et en fait, elle parle pas de l'immeuble en utilisant le mot immeuble, elle parle de l'immeuble en disant le mot la maison. Bah, tu te rends compte, mon père il vit là depuis 84 ans quoi. Parce qu'il est né là, donc forcément, après il est parti jusqu'à 12 ans en Italie, puis il est revenu, il a plus bougé. Voilà, on verra bien. Pour le moment, elle est contente, elle fume sa clope, ça va. C'est toute sa vie d'être supprimée. Comment ça va? Il neige. Il neige. Comme les nouvelles qu'on vient d'avoir, il neige. C'est vrai? Ouais. Donc voilà, on est pas plus avancé, on sait pas, on a plus de temps a priori. C'est ça Samuel, hein? On a plus de temps ou On a moins de temps. Moins de On temps. sait pas, ça joue contre nous, on sait pas trop ce qu'on va devenir à quelle sauce en fait. Non, il n'y a aucune reprise de contact entre la SGP d'une part et la Ségate d'autre part, avec les copropriétaires. On est, une expression qui revient souvent entre nous quand on discute, c'est assigné à résidence, quoi. T'es assigné à la résidence, t'es interdit de projet, quoi. Et alors pourquoi les habitants n'ont plus de nouvelles aujourd'hui? Alors, les habitants n'ont plus de nouvelles parce que le 22 février, le Premier ministre Édouard Philippe a donc décidé de reporter la réalisation de plusieurs lignes, dont la ligne 15 Est, sur laquelle figurent les deux gares d'Aubervilliers. Et donc, nos prestataires, qui étaient pressés évidemment d'acquérir les biens pour réaliser d'ici 2025 et mettre en service la gare de la ligne 15 Est à Aubervilliers, les gares de la ligne 15 Est à Aubervilliers, eh bien, on leur a demandé de suspendre leur mission, puisque désormais le nouveau calendrier, c'était 2030. Donc, il ne nous servait à rien, à nous, d'acheter tout, et puis on n'a même plus les moyens de tout acheter en même temps. Hier, je devais voir des habitants d'Aubervilliers. Ils savent que je rencontre des gens comme vous. Et tout d'un coup, je me suis dit, ils vont me demander qu'est-ce qui se passe. Et j'ai annulé le repas, parce que je ne savais pas quoi leur dire, en fait. C'est secret, c'est... Non, il n'y a pas de secret, il n'y a aucun secret. Si vous voulez, la feuille de route donnée par le Premier ministre, elle est très claire. C'est, nous ne livrons plus, nous ne mettons plus en service la ligne 15 Est en 2025, mais en 2030. Pour des raisons, je vous le disais, budgétaires et financières, le budget de l'État et le budget de la SGP surtout ne permettraient pas de conduire l'ensemble des travaux sur l'ensemble des lignes dans la même temporalité. C'est trop d'engagement de travaux, c'est trop de budget dégagé. Donc, évidemment, en étalant dans le temps la réalisation, pas que de la 15 Est, la 15 Est, la 15 Ouest qui traverse les Hauts-de-Seine, la 18 qui ira d'Orly au plateau de Saclay puis à Versailles, ou encore la 17 Nord jusqu'à Roissy, on étale nos budgets. Donc évidemment, les étalant, on répartit dans la durée et nous reprendrons nos négociations un peu plus tard pour tenir compte de la capacité budgétaire de la Société du Grand Paris. J'ai voulu éviter d'être dans une situation d'urgence, à devoir partir sans avoir rien préparé. Donc du coup j'ai pris le temps de chercher. T'as acheté un autre appartement? J'ai acheté un autre appartement en faisant un prêt-relais en fait. Pour l'instant on nous dit qu'on va nous le racheter mais on ne nous le rachète pas. Donc on ne peut pas non plus ni le vendre ni le louer. Enfin en gros tout est gelé ici au niveau des projets que les gens peuvent avoir. Enfin c'est pas mettable en agence, c'est pas possible de louer, c'est pas possible de plus de vendre à l'État puisqu'ils sont pas du tout actifs dans les négociations. Donc au final une situation d'attente complète.
Soit on a l'ambition du Grand Paris telle que Nicolas Sarkozy l'a vue au départ, qui était la vraie vision, soit je vais vous dire ce qu'il y aura. Bon, on va faire les lignes de transport qu'il faudra pour les JO, puis basta. Ça, c'est rikiki, hein. C'est pas la grandeur de la France, ça. Et vous ne faites pas de la région capitale une ville-monde, c'est pas vrai. Vous voulez dire qu'il y a urgence, en fait? Oui, il y a urgence. Il y a urgence à agir et à remettre... comment je pourrais vous chanter « C'est bon, lui dit le roi, je le remets à l'endroit. Hein » Voilà. Donc, je n'avais pas pensé avant vous. Remettons le Grand Paris à l'endroit. Reprenons le projet initial. Et partons du projet fédérateur. Et donc, moi, je rêve d'un président de la République qui reprend en main le Grand Paris. Et je crois que le risque que prennent ceux qui ne prennent pas cette décision, c'est de ralentir un moteur qui est un moteur qui peut générer énormément de valeur ajoutée, de richesse et d'emplois qualifiés. Voilà. Donc c'est leur affaire. Je ne peux que les appeler à la raison. Mais ce qu'on ne fera pas en 15 ans, de toute façon on le fera en 30 ans, parce que les Français l'exigeront. Et déjà c'est le cas dans le Grand Paris. Je suis allé à l'installation du premier tunnelier. Écoutez, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et c'est une réalité. Le Grand Paris existe. C'est 2030 l'horizon qui vient d'être défini pour l'ouverture de la station de la ligne 15. Donc, et quand on sait la capacité à prendre du retard, puisque quand même, il faut se rappeler que la ligne 12, c'est 2015 d'abord, puis 2017, puis 2019, puis 2021. C'est une tragédie cette affaire. Oui, donc de toute façon, c'est insupportable d'envisager de rester là. C'est insupportable parce là, que... maintenant, c'est partir. On va pas... Enfin, ça serait masochiste de rester. Je viens de fêter mes 70 ans. Dans les 10 ans qui viennent, je vais normalement, si tout se passe bien, atteindre 80 ans. Logique. Alors, ça me déplairait quand même que les dernières décennies de ma vie se passent dans une espèce de capharnaüm bruyant, poussiéreux. Ce qui peut se produire, évidemment, et je le comprends très bien, c'est que ces gens vous disent « Ah oui, mais moi, je ne vais pas attendre non plus. J'ai envie de partir avant. Vous revenez en 2022, si j'ai envie de partir en 2020. » Dans ces cas-là, la ville, du fait de la déclaration d'utilité publique, va demander à la Société du Grand Paris: souhaitez-vous acheter le bien, ou est-ce que je laisse vendre à monsieur Duchemol, monsieur Dupont, tel acquéreur? Dans ces cas-là, il est probable que nous achèterons le bien pour éviter qu'il soit racheté par un tiers auquel on dit 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, on le rachète. D'accord, donc ils peuvent aller voir la mairie et dire je veux vendre à la mairie. Alors, c'est pas dire exactement je veux vendre à la mairie, ils peuvent dire je veux vendre à la mairie, simplement, avant même l'acte de vente, le notaire va demander à la mairie si la mairie ne souhaite pas acheter. Or, comme la mairie sait qu'il y a une déclaration d'utilité publique sur ces biens, elle doit nous informer et nous demander à nous si nous souhaitons acheter. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il trouve un acheteur pour qu'il y ait une question du notaire de préemption de la mairie. Non, mais ça, c'est quand ils ont trouvé un acheteur privé. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. S'ils ne l'ont pas trouvé, ils peuvent évidemment se renseigner auprès de la mairie ou de la Société du Grand Paris. Bien sûr. Voilà. Bon, très bien. Oui, donc du coup, finalement, les éléments que tu amènes montrent que les échéances, en fait, elles s'allongent, quoi. C'est-à-dire que les choses ne vont pas se dénouer
sur l'année qui vient ou dans les 2 ans. On parle de délais qui sont quand même extrêmement longs. Et ça, c'est... Enfin, tu vois, même si on est déterminé à se battre et à faire valoir nos droits et ceux du collectif ici, on sous-estime pas ce que ça représente dans nos vies, quoi, dans nos vies, celles de nos enfants. Enfin, je veux dire, c'est usant. Quand bien même on a encore un toit au-dessus de notre tête et on peut s'en estimer heureux, c'est usant d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et sur celle de nos enfants. On a des enfants qui grandissent en vivant avec cette menace, quoi. Ils posent la question régulièrement. Quand est-ce qu'on part? Dans combien d'années on part? C'est une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des enfants aussi, de montrer qu'on ne se laisse pas faire. Il y a des gens qui sont en dépression parce que on leur a dit vous allez partir dans les 6 mois et puis finalement tout d'un coup il y a un silence. Comment vous traitez cette matière psychologique en fait? Alors, tout d'abord, je le dis, la Société du Grand Paris a un site dédié avec un lien de foire aux questions. Oui. La foire aux questions, comme son nom l'indique, permet de poser toute question possible et imaginable sur le projet du Grand Paris, quel que soit le lieu, quelle que soit la nature de la question. Nous répondons. On a évidemment, en fonction de la question très technique, immobilière, foncière, financière ou juridique, on a des gens qui vont répondre aux gens. Ça, c'est sur Internet. C'est sur Internet. Donc, encore une fois, je ne crois pas qu'il soit très courageux ni très responsable de dire aux gens « vous inquiétez pas, tout se passera bien ». Non, il n'y a pas de magie. Si je le vivais moi-même, je ne suis pas certain que j'adorais le vivre. C'est très clair. Donc, encore une fois, l'annonce est un moment peu agréable. La réalité des choses est beaucoup moins difficile qu'on ne le dit. Et vous avez très justement dit, c'est l'incertitude qui pèse pour ces gens-là. Absolument, c'est vraiment l'incertitude. Écoute mon fils, recueille mes paroles. Je t'ai fait cheminer dans les sentiers de la droiture, tu ne seras pas handicapé dans ta marche, et tu ne trébucheras pas si tu cours. Au bout de ce voyage, je n'ai pas compris pourquoi j'étais parti. Mais j'ai peut-être compris la place de la parole. Pas celle qui bavarde, non, celle qui dit les choses, vraiment. La parole a peut-être une chance de réunir, même lorsqu'on ne sait pas. Aubervilliers, Paris. Ah, Paris. Mais Paris, c'est pas cher. Hein. Toi, tu préférerais habiter Paris? Pourquoi? C'est parce qu'elle serait à côté de chez ton cousin. Yeah, I'm gone for a while to find myself a place where I can beat the chess at last. Driving by the palaces, feeling like change lanes. I don't know how exactly it all started. Landscapes flying by my eyes. I don't know how to put it in words. Et qu'est-ce qui peut détruire le doute et l'incertitude? La tendresse, la caresse des mots? Je repars enquêter de ce pas. Sometime now, knows how long. Yeah, I'm gone for a while to find myself a place where I can beat the chess at last.